Thème 2 de SP, atmosphère, hydrosphère, climat du passé à l'avenir, chapitre 3 de l'évolution récente du climat au climat de demain, première partie, origine des variations climatiques récentes. Alors, si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, on va travailler donc principalement sur la température. Si on regarde l'évolution de la température de la planète depuis 1880 jusqu'à 2012, je vous fais pas un dessin, vous voyez tout de suite, depuis 1910-1920, globalement, on a un réchauffement. Vous allez me dire, 1910-1920, c'est encore bleu, on est en dessous. Attention, d'accord. Oui, on a une moyenne. Donc le trait horizontal, c'est une moyenne. Donc en 1910, en moyenne, on était à moins 0, presque 0,5 par rapport à la moyenne. Mais globalement, 1920, on est à moins 0,3. 1930, on est à moins 0,1, 0,15. Donc globalement, ça veut dire quoi? Qu'on se réchauffe. D'accord? Donc on n'est pas dans le rouge, mais on a une diminution de l'écart à la moyenne. Donc on réchauffe. Si on regarde l'évolution de la température de l'hémisphère nord principalement, entre 1880 et 2012, vous allez me dire pourquoi le nord? Parce que, je suis désolée, mais c'est les pays qui étaient les plus développés à l'époque 1880 et on avait les premiers systèmes de mesures météorologiques et tout, on a des données. Pour les autres, on n'en a pas. I am sorry, but it's the truth. Bon, bref, c'est comme ça. Alors, on va se baser là-dessus. Au moins, on a ça. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? Que la température de l'hémisphère nord, elle n'a fait qu'augmenter depuis 1910, vous voyez? Alors, globalement, hausse très nette des températures depuis 1920. Ça, vous l'avez à le retenir. On a donc aujourd'hui un recul suffisamment important pour savoir que cette hausse, elle est nette, elle est constante, et qu'elle ne peut pas être liée à des événements très ponctuels, type énorme éruption volcanique, type variation d'activité solaire, etc. On a une augmentation régulière. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc 130 années d'augmentation. Par contre, 130 années à l'échelle géologique, c'est très court. Or nous on travaille sur l'histoire climatique de notre planète. Donc on va faire un cours un peu plus détaillé sur ce qui se passait auparavant et comparer par rapport à maintenant. Donc on va prendre du recul. La température dans l'hémisphère nord depuis 2000 ans. On recule un petit peu. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on le sait? Bon, on a des traces dans les glaces, je vous le rappelle, et puis on a les écrits. Alors, pour tout ce qui est les pays catholiques, les prêtres tenaient des registres où ils racontaient la vie des villages, les épisodes de froid, etc. Donc on a des indices écrits, on a des indices scientifiques. On avait ce qu'on appelle un petit âge glaciaire dans les années 1600-1700 où il a fait très froid sur la planète. On a eu un réchauffement médiéval. Alors vous allez me dire, ouais, le Moyen-Âge, c'est vrai si on reprend l'histoire de la France, puisque je suis désolée, je suis française, j'ai que l'histoire de la France en référence. Et bien c'est au Moyen-Âge que la France s'est développée, c'est au Moyen-Âge que la France a rasé ses grandes forêts pour faire des champs. C'est pour ça que quand vous regardez le paysage français en vous baladant sur l'autoroute, vous voyez d'énormes champs géants, puis au milieu des petits bouts de forêt. Comme par hasard, les petits bouts de forêt, ils sont en haut des collines. Bah oui, parce que l'homme, il a tout ratiboisé la forêt pour faire ses champs. Et puis en haut des collines, c'est pas intéressant. On va pas cultiver en pente, c'est pas pratique. Donc ils ont laissé des petits bouts de forêt comme ça. Ce paysage-là, il date du Moyen-Âge. Et donc, il a fait tellement bon à cette époque, ça a permis de développer la culture. Si on regarde maintenant en lissant un peu la courbe, l'évolution de la température de l'hémisphère nord, enfin, une courbe plus lisse, donc on repère bien la chute des températures au petit âge glaciaire, le réchauffement médiatique médiéval, qui correspond à quoi? Aux colonisations des Vikings du Groenland. Ah oui, il fait plus chaud, moins de glace, les bateaux peuvent circuler. Les grandes sécheresses enregistrées dans les Andes. Le foisonnement culturel chinois, c'est à cette époque. Et qu'est-ce qui se passe au début du petit âge glaciaire? C'est la fin de la colonie viking. Bah oui, forcément, hein, c'est glacé, il y a de la banquise partout, les bateaux ils passent pas. Donc voici à l'échelle un peu plus mondiale, on retrouve des grands événements historiques correspondant aux variations de température. Donc, à retenir le petit âge glaciaire. Ah oui, vous avez ce tableau qui est assez célèbre de la Tamise gelée à Londres en 1177. Vous imaginez pour geler un fleuve? Un fleuve, c'est quand même de l'eau en mouvement, des particules en mouvement.
Ça veut dire qu'il faut réussir, il fait tellement froid, ça a réussi à empêcher le mouvement des particules d'eau. Quand même, c'est impressionnant. Alors, concrètement, 2 millénaires, c'est encore court sur l'histoire de la planète. Donc, grâce aux missions EPICA, donc je vous rappelle EPICA, c'est en Antarctique, hein, on a analysé les carottes de glace, et bien on peut remonter à 800 000 ans. Donc ça, c'est les vidéos précédentes. Et on peut faire le parallèle avec des épisodes liés à l'histoire humaine. Donc, on connaît le petit âge glaciaire, on connaît le réchauffement médiéval, on va remonter plus loin. On a un réchauffement climatique au temps des Romains, fondation de Rome, et comme par hasard, ça correspond sur l'histoire de l'Europe à un grand développement de population. Bah oui, s'il fait beau et plutôt chaud toute l'année, c'est facile de déplacer des troupes. Allez décider de faire la guerre aux voisins en plein hiver, quand vous n'êtes pas développé technologiquement, vous avez comme seul vêtement des peaux de bête et puis du tissu tout simple, et c'était pas facile. Donc forcément, on peut concevoir qu'à une période de grand réchauffement, c'était très facile pour les humains de faire des grands déplacements et de faire des conquêtes. Donc toute cette période en fait de réchauffement, on a eu l'âge du cuivre, l'âge du fer, l'âge du bronze, etc., les premières pyramides, bref, des grandes activités humaines qui n'étaient pas freinées par le climat. On peut remonter plus en arrière, donc l'optimum climatique de l'Holocène, et juste avant ça, la dernière grande période glaciaire du Wurm. Donc si je fais l'évolution de la température de la planète, enfin je sais pas moi, j'adore le site de ce gars-là, Olivier Berruyer, sur lescrises.fr, allez voir, c'est vachement sympa, il fait plein de discussions et tout, c'est cool. Donc on remonte depuis 16 000 ans, voilà ce que ça donne. On va remonter encore plus loin, la précédente glaciation, le Wurm, qui a duré assez longtemps. Donc là, c'était les hommes des cavernes, hein, le paléolithique supérieur. Et vous voyez qu'à la fin de la glaciation, on rentre dans le néolithique. Comme par hasard, changement climatique, paf, stade d'évolution humaine. On rentre dans le néolithique, c'est-à-dire que l'homme se déplace beaucoup plus, sort des cavernes, construit des huttes, chasse, fabrique des matériaux, c'est l'âge du cuivre, l'âge du fer, l'âge du bronze, etc. Donc si maintenant on prend le climat depuis l'apparition de notre espèce, apparition d'Homo sapiens, regardez, moins 200 000 ans, et oui, climatique, très bon, il faisait chaud, mais c'est favorable. Après période glaciaire, et puis boum, moins 120 000 ans, réchauffement, et puis boum, froid, et puis boum, réchauffement. Oh, pauvre planète, on lui fait des chauds froids, elle n'a pas de bol. Si on prend l'évolution de la température depuis 800 000 ans, donc finalement, qu'est-ce qu'on remarque? Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Mais, regardez bien, les périodes de froid, elles durent plus longtemps que les périodes de chaud. Pas de bol, hein. Donc, globalement, on a des cycles de 100 000 ans de hausse et de baisse de température. Actuellement, on est au niveau des 3 plus grands pics de réchauffement passés. D'accord? Donc on peut se demander si le réchauffement actuel est un phénomène naturel, puisque par le passé, on a eu des réchauffements aussi importants. Eh bien, absolument pas. Ce que nous vivons aujourd'hui, il est unique. Pourquoi? Parce que ce réchauffement, il s'observe à une vitesse jamais vue. Et on a, durant les 30 dernières années, un réchauffement équivalent à ce qui se serait passé sur 1500 ou 3000 ans auparavant. Donc d'accord, on est dans une période de réchauffement naturel de la planète, mais ce qui n'est pas naturel, c'est que ce réchauffement est hyper rapide. Donc, un réchauffement de 50 à 100 fois plus rapide, c'est ça à retenir. Et si le niveau actuel de température, et même celui à l'avenir dans le siècle, n'a rien de véritablement exceptionnel, puisqu'on a déjà eu des pics comme ça, il faut bien concevoir que maintenant nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète. Alors qu'à l'époque où il y avait des grands pics comme ça, il n'y avait pas 7 milliards d'humains sur la planète. Il y a 200 000 ans, il n'y avait pas 7 milliards d'humains. Donc comment est-ce qu'on va faire? Il va falloir nourrir tout le monde. Il va falloir loger tout le monde. Il y en a qui vont vouloir se déplacer. Il va y avoir forcément des pays qui vont devenir très arides, très secs. On aura des mouvements de population. Et ça va être difficile à gérer. Donc, dans ce chapitre, quels sont les acteurs du système climatique terrestre et comment l'homme influence-t-il le système climatique? Donc on va commencer par l'origine des variations climatiques récentes. On va commencer par les gaz à effet de serre et le climat. Ouais, les GES, gaz, effet, serre. Vous en avez entendu parler? Bon, alors, si on compare les températures théoriques et réelles des planètes telluriques. Je vous rappelle que les planètes telluriques sont les planètes rocheuses, donc les 4 premières planètes du système solaire.
On peut enregistrer une atmosphère sur Vénus, sur la Terre et sur Mars, elle est très faible, mais très légère, mais il y en a une toute petite. On regarde la composition atmosphérique sur Vénus et sur la Terre. On peut comparer et on va surtout regarder les températures moyennes de surface et la température moyenne théorique. Donc, seule la Terre, elle possède une température compatible avec la vie, 15 degrés. Sans atmosphère, sa température théorique serait de moins 18 degrés. Donc là, vous voyez bien que on a une atmosphère et on a une température positive, alors que sans atmosphère, on sera à moins 18. Donc on a bien un effet de serre qui est fondamental pour que la vie se développe sur Terre. Donc on pourrait se dire, Vénus, c'est pareil. Donc Vénus possède une atmosphère, seulement sa température, elle avoisine les 470 degrés. Vous voulez prendre un bain de soleil là? Allez donc cramer sur Vénus. Donc, on peut penser, en toute logique, comme Vénus est plus proche du Soleil que la Terre, que Vénus est plus chaude parce qu'elle est plus proche de la Terre. Or, si on regarde sa température sans atmosphère, 30 degrés, c'est pas énorme pour être si proche du Soleil. Donc on a bien ici en fait un effet de serre qui va énormément amplifier la température. Ce n'est pas le Soleil qui fait que Vénus monte à 470 degrés Celsius, mais son atmosphère. Donc on constate que l'atmosphère de Vénus est composée à 96% de CO2. On peut donc supposer que le CO2 intervient dans l'effet de serre. Voilà, 96. Et chez nous, 0,03. Ben alors, comment ça se fait qu'on a un effet de serre? Donc finalement, quels sont les gaz responsables de l'effet de serre sur Terre? Est-ce que c'est réellement le CO2? Donc maintenant, on va travailler sur ce graphique qui précise le rôle des différents gaz dans l'effet de serre à la surface du globe. Vous allez me dire, oh, c'est compliqué, j'y comprends rien, je ne veux pas faire d'effort, je ne veux pas le lire. Mais si, on va le lire de haut en bas. Alors, première ligne, vous avez des couleurs. Rouge, bleu. En rouge, vous avez la ligne rouge qui vous indique les radiations solaires vers la Terre. On vous indique que 70 à 75% sont transmis. Donc vous avez des radiations solaires transmises par l'atmosphère au sol et qui ne sont donc pas absorbées par l'atmosphère. Hein? Vous imaginez, vous êtes dans l'espace, le soleil vous envoie des rayons, vous voulez toucher la Terre, sauf qu'entre les deux, il y a une couche de protection, l'atmosphère. Ben, les rayons, soit ils traversent l'atmosphère et ils vont au sol, soit les rayons sont absorbés par l'atmosphère. Donc vous voyez qu'ici, on a énormément de radiations solaires qui sont transmises au sol. Donc quand on regarde le spectre d'absorption qui se trouve juste en dessous, vous voyez que c'est symétrique. Hein, la partie qui est transmise, forcément sur le spectre d'absorption, on a un gros trou blanc. Hein, ben cette partie-là, elle est transmise, donc elle n'est pas absorbée. Vous voyez la lecture du schéma? Donc les radiations solaires qui ont été absorbées par l'atmosphère apparaissent en grise sur le diagramme d'absorption et sont en blanc sur le premier diagramme, c'est-à-dire la différence entre la quantité de radiation émise, la ligne rouge, et la quantité de radiation solaire transmise, la surface rouge. Maintenant, on passe côté radiation infrarouge, c'est-à-dire celles qui sont réémises par le sol. On a 15 à 35% du rayonnement infrarouge qui est transmis par l'atmosphère à l'espace. C'est ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique, c'est-à-dire qu'on a des infrarouges qui quittent le sol et qui traversent l'atmosphère et qui repartent dans l'espace. Donc il y a une petite fenêtre dans l'atmosphère, pouf, ils arrivent à sortir. Par contre, la plus grande partie, elle est absorbée. C'est-à-dire que les rayons, la surface rouge là, ceux qui ont réussi à rentrer dans le sol, ils vont ressortir, mais parmi ceux qui ressortent, il n'y en a pas de bol. Il y en a une grosse partie qui se font piéger par l'atmosphère et il n'y en a que 15 à 35% qui réussissent à s'échapper. Donc c'est toujours pareil, on voit le symétrique, hein, les infrarouges non absorbés, on les voit en symétrique sur le spectre d'absorption. Donc qu'est-ce qu'on constate maintenant? Dessous, vous avez l'absorption des différents composants majeurs de l'atmosphère. Et vous voyez qui c'est qui absorbe le plus? Vapeur d'eau et CO2. O2 et O3, O3 c'est ozone, ça absorbe que dalle. Méthane, pas grand chose. Oxyde d'azote, pas grand chose. D'accord? Alors on peut donc faire une étude sur ce fameux CO2, puisqu'on a dit vapeur d'eau et CO2. On prend ici un modèle d'évolution de la température en fonction de la concentration en CO2. Et vous voyez que si on a 0 ppm de CO2, température moins 20. Et plus on monte en concentration de CO2 atmosphérique, plus la température augmente.
Eh ben voilà, le CO2 il est bien responsable de l'effet de serre. Ben pourquoi tout à l'heure elle nous dit ben non? Eh ben parce qu'on va voir, c'est plus compliqué que ça. Donc on constate qu'une variation du taux de CO2 a un impact direct sur la température à la surface de la Terre. Plus il y a de CO2, plus la température est élevée. C'est indéniable. Si on regarde l'évolution de la température et de la concentration mondiale en CO2 de 1900 à 2010, on voit bien que depuis 1880, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 0,85 degrés, avec une forte disparité régionale. Donc chacune des 3 dernières décennies a été respectivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les précédentes depuis 1850. Donc c'est indéniable, on a encore un lien de cause à effet. On reprend les données de la mission EPICA, où on a analysé les températures passées, mais également la concentration en CO2 de l'air piégé dans les bulles de glace. Je vous ramène aux vidéos précédentes. On peut donc analyser la corrélation entre les deux. Elle est parfaite! À chaque pic de température, courbe bleue, on a un pic de CO2, courbe rouge. Mais corrélation ne veut pas dire causalité. Ce n'est pas parce que le CO2 augmente que la température augmente. En fait, c'est l'inverse. Ce sont d'abord des modifications de l'orbite terrestre qui ont été responsables des changements de température et ça a provoqué par effet domino la libération de CO2. Mais bien sûr, on est d'accord, le CO2 étant libéré va augmenter encore l'effet température. Donc en fait, on est dans un système de domino qui s'effondre, d'accord? Donc ça, on verra les variations orbitales au chapitre grand 2, B, petit 4. Ouais, c'est compliqué, il est long ce chapitre. Donc on va voir maintenant l'influence des paramètres astronomiques. Donc, dans l'histoire du climat, globalement, il y a 2 grandes périodes qui se répètent. Une période glaciaire qui dure dans son ensemble 100 000 ans et une période interglaciaire qui dure 10 000 ans. Je vous avais dit, hein, ça dure pas longtemps quand il fait beau, il fait chaud. C'est toujours pareil, c'est comme cette année, l'été, il dure pas longtemps. Hein. On est le 7 juin, l'été il sort à peine depuis 3 jours. Donc voici un graphique qui vous montre l'évolution de la température de la planète depuis 250 000 ans. Donc on voit bien, période glaciaire, c'est long, interglaciaire, c'est court. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que les refroidissements se font lentement. On a une diminution progressive de la pente. Si vous lissez cette courbe, vous aurez une pente faible pour le passage chaud à froid. Alors que le passage froid à chaud, ça monte direct en flèche. Donc il y a 21 000 ans, les calottes de glace étaient plus importantes et elles recouvraient le nord de l'Europe, de l'Amérique. C'était le dernier maximum glaciaire qu'on appelle le Wurm. Et actuellement, nous sommes dans une période chaude dite interglaciaire. Donc, quels sont les phénomènes à l'origine de telles variations de température? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'homme avec ses voitures et son CO2. Donc, il y avait bien forcément peut-être autre chose que le CO2. Alors, c'est un mathématicien serbe, M. Milanković, qui a proposé le premier une explication astronomique au changement climatique du Quaternaire. Donc, je vous rappelle que le Quaternaire, c'est la période la plus récente de l'histoire géologique de la planète. Alors, cette période est remise en question par beaucoup de scientifiques parce que le début du Quaternaire est lié à l'apparition de l'homme. Ouais, on est chauvin, c'est normal. Donc, sa théorie à M. Milanković, elle est basée sur le fait qu'il y a des variations périodiques saisonnières du climat qui sont liées aux caractéristiques de mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, on a des fluctuations glaciaires interglaciaires dues à des variations d'insolation terrestre. Pareil logique. Imaginez, la Terre se rapproche du Soleil. Mettez votre main près de l'ampoule de votre lampe. Ça chauffe. Bon, bah alors, pourquoi ça pourrait pas être le cas pour notre Terre? Si on a des variations de l'orbite et qu'on se rapproche du Soleil, on réchauffe. Si on s'éloigne du Soleil, on se refroidit. Ça paraît logique. Donc, ce qui est sûr, c'est que la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre à un endroit donné de sa surface dépend de 3 paramètres. Alors ça, vous en avez vu un petit peu en secondes. Vous allez me dire, oh, la seconde, c'est loin. Et on va revoir tout ça, c'est pas grave. Donc, ce qu'on appelle l'excentricité, l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'orbite. C'est compliqué, mais non, vous allez voir, c'est facile. Et la direction vers laquelle pointe cet axe à un moment de l'année, lorsqu'il évolue suivant un mouvement de précession. Voilà, le cause chinois là. Mais non, je vous cause français, vous allez voir. Donc, première constatation. Vous avez le graphique du haut qui vous indique l'insolation, c'est-à-dire la quantité de rayons lumineux reçus, et dessous, le volume des glaces. Et vous voyez qu'il y a un parallèle. Il y a bien un lien entre les deux. Alors, on va creuser ça. Les variations d'obliquité. Compliqué. Mais non. Axe
de la Terre. Angle d'inclinaison. Ça vous dit quelque chose? Programme de secondes. Alors, l'angle d'inclinaison, c'est l'angle entre l'axe de la Terre et la perpendiculaire au plan de son orbite. Petit schéma dessous, c'est plus facile. Donc, on note une variation de l'angle de l'axe de rotation avec le plan de l'écliptique. Alors ça, c'est à cause de l'attraction de la Lune. Ben oui, la Lune, elle a une certaine masse, elle nous attire, alors on bascule. Cette fluctuation, elle agit sur la répartition géographique de l'énergie solaire. Ça, c'est typiquement le programme de seconde. Donc ça, c'est des rappels. Vous l'avez fait avec un globe, un spot, vous avez mis un cache devant le spot, vous avez fait des petits trous de taille identique, vous avez regardé la projection des taches lumineuses sur le globe, vous avez mesuré la surface de chaque tâche et vu que c'est la même puissance, vous avez pu calculer l'énergie reçue au sol par mètre carré. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que la tâche formée au tropique nord, la S2, ou celle formée au-dessus de ce tropique, la S3, elle est plus grande que celle formée à l'équateur, alors qu'au départ, on a un faisceau de lumière de section identique. Ceci, c'est dû à quoi? La sphéricité de la Terre. En effet, à l'équateur, les rayons du faisceau arrivent perpendiculairement au sol. On a une section perpendiculaire du faisceau. Le faisceau, c'est un saucisson. Paf, vous coupez droit. Par contre, en raison de la sphéricité de la Terre, parce qu'elle est ronde, quoi, on va avoir une section oblique du faisceau quand on est sur la tâche S2, S3. Vous prenez le saucisson, au lieu de couper droit, vous penchez le couteau. Paf, section oblique. Quand je dis saucisson, ça peut être le pain aussi. Donc, on a ainsi au niveau du tropique une surface de réception plus grande qu'à l'équateur, mais pour un flux identique de rayons. Donc la quantité d'énergie reçue au mètre carré au flux d'énergie solaire sera donc plus faible au tropique qu'à l'équateur. Vous avez du mal à piger? Bon, allez, vous prenez 10 bonbons dans votre main. Vous devez les poser dans un carré de 10 cm². Et maintenant, vous avez toujours 10 bonbons, mais vous devez les mettre dans 20 cm². Faites une densité. Le nombre de bonbons au centimètre carré ne sera pas la même dans la première tâche que dans la deuxième. Il sera plus important dans la première que dans la deuxième. Pourquoi? Parce que dans la deuxième, la surface elle est plus grande. Donc proportionnellement, vous aurez moins de bonbons par centimètre carré. C'est facile là. Chaque fois que je parle de bonbons, vous comprenez tout. On continue. Donc, si on regarde cette répartition d'énergie, elle correspond à la répartition des climats entre l'équateur et les pôles, ainsi que le contraste des saisons. Vous avez vu ça en seconde, ce n'est qu'un rappel. Donc dans les zones de climat tempéré aux latitudes moyennes, les saisons astronomiques correspondent à 4 phases d'évolution du climat. Hiver, printemps, été, automne. Dans les zones tropicales, on parle également de saisons, mais ça va être plutôt saison sèche et saison des pluies. Les noms des saisons et les phénomènes climatiques associés sont inversés dans les deux hémisphères. Pourquoi? Parce que justement la Terre, elle est penchée. Et donc, quand vous la mettez à une certaine position sur l'orbite terrestre, vous allez avoir soit l'hémisphère nord, soit l'hémisphère sud qui va recevoir le plus d'énergie. Là, on est en position de solstice. Si par hasard, on est en position d'équinoxe ou l'influence de l'axe sur la position de la Terre ne joue pas par rapport à la direction des rayons du Soleil, où on a toute la superficie de la Terre exposée au Soleil qui reçoit la même quantité d'énergie par jour. Là, on est en équinoxe, on est dans les saisons intermédiaires, printemps, automne. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, on reprend. Le 21 mars, le 21 septembre, la durée du jour, elle est égale à la durée de la nuit, d'où le nom équinoxe. Pourquoi? Mais parce que, vu la position de la Terre par rapport au Soleil, la Terre, par exemple le pôle Nord, n'est pas plus éloigné que le pôle Sud du Soleil. Ils sont à la même distance, puisque la Terre, on va dire, elle est sur le côté du Soleil. Alors que, si je me mets en position de solstice, le solstice du mois de juin, donc le solstice d'été, qui est sur le schéma de gauche sur l'orbite, vous mettez la Terre tout à fait à gauche. La Terre, elle est penchée, il y a le pôle Nord qui pointe en direction du Soleil. Ça veut dire quoi là? Que l'hémisphère Nord, préférentiellement orienté vers le Soleil, donc il a une grosse surface de l'hémisphère Nord qui est présentée au Soleil, alors que l'hémisphère Sud, regardez, il y a une plus petite surface de l'hémisphère Sud qui est présentée au Soleil. Donc dans l'hémisphère Nord, c'est l'été, dans l'hémisphère Sud, c'est l'hiver. Et voilà, en plus en détail, ce que ça donne. On a le pôle Nord qui est orienté vers le Soleil, la durée du jour plus importante dans l'hémisphère Nord que dans l'hémisphère Sud. Résultat, il fait jour plus longtemps et forcément on accumule plus de chaleur, il fait chaud. Alors que si on prend le solstice d'hiver, pour nous, attention si vous êtes dans l'hémisphère sud, on ne va pas parler de solstice d'hiver mais de solstice d'été. Pourquoi? Parce que c'est le pôle sud qui est orienté côté soleil et donc c'est l'hémisphère sud qui se prend toute l'énergie. D'accord? Ça va pour tout le monde? Ça, ce sont des rappels de secondes. Vous êtes censé maîtriser.
Donc, si maintenant il y avait une variation de l'angle d'inclinaison de la Terre, le système actuel des saisons changerait. Pourquoi? Parce que si la Terre n'est pas inclinée de la même façon, l'incidence des rayons ne sera pas la même sur la planète. Et si actuellement on a un angle incliné de 23,5 degrés par rapport à la normale de l'écliptique, cette obliquité elle va varier entre 21,5 et 24,5 selon un cycle de 41 000 ans. D'accord? Vous allez me dire, c'est pas énorme. Ah, mais c'est suffisant. Hein. Donc voilà, vous avez à gauche la normale à l'écliptique, c'est la position actuelle de l'axe. Et à droite, il y a 41 000 ans, c'était un peu plus redressé. Du coup, la durée d'éclairement de l'hémisphère nord et sud est quasiment tout le temps la même. Donc je vous ai mis un schéma que j'ai un peu bidouillé. Alors vous allez voir, la Terre, elle va passer à l'envers. On s'en fout, globalement, c'est pour que vous compreniez. Si je prends une Terre, on va dire quasiment redressée, hein, l'axe a changé et on est quasiment parallèle à l'écliptique. Donc on va avoir autant d'énergie reçue par l'hémisphère nord que par l'hémisphère sud. Mais n'oublions pas que la Terre circule sur son orbite. Et donc, quelle que soit sa position sur l'orbite, elle sera toujours avec un axe de rotation quasiment parallèle à l'écliptique, donc quasiment un pôle nord, toujours au même endroit, qui pointe en même direction. Et donc, les hémisphères se présentent toujours de la même façon au Soleil, avec même durée du jour pour les deux hémisphères. Donc si je bascule, c'est là que je vous ai dit ma Terre elle est à l'envers, c'est pas grave, on s'en fout. Si je mets ma Terre de l'autre côté de l'orbite, voilà ce que ça va donner. Et donc, on va avoir quoi? Le même climat toute l'année. Donc si je regarde la variation de l'obliquité de la Terre depuis 800 000 ans, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que j'ai mon obliquité qui monte vers les 24,5, j'ai des étés plus chauds et des hivers plus froids. Par contre, quand l'obliquité diminue, ça va être l'inverse, j'ai des étés plus froids et des hivers plus chauds. Donc il y a 11 000 ans, l'inclinaison était maximale. Il y a 31 000 ans, elle passait à son minimum. Actuellement, l'inclinaison diminue. Elle sera de nouveau minimale dans 12 000 ans. Donc bien faire le lien entre l'axe d'inclinaison et l'incidence des rayons. Et l'incidence des rayons a une conséquence sur la quantité d'énergie reçue au sol et donc sur les climats. Donc à retenir, la variation de l'obliquité de l'axe de rotation est un des paramètres qui a fait varier la température de la planète et ça a été sur une périodicité de 41 000 ans. D'accord? Donc tous les 41 000 ans, changement d'angle. Alors ça se fait pas en une fois, hein, la Terre elle bascule pas d'un coup, hein, c'est progressif. Et donc changement de température globale. Maintenant les variations d'excentricité. L'excentricité, c'est la mesure de l'écart entre l'orbite de la Terre autour du Soleil et un cercle parfait. Vous mettez le Soleil là en jaune au milieu d'un cercle parfait. L'excentricité de la Terre, elle est nulle. La Terre, c'est le petit point vert qui tourne. Maintenant, si l'orbite n'est pas parfaitement circulaire, mais plutôt ovale, aplatie, on va pouvoir mesurer un décalage et c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Donc actuellement, l'orbite terrestre, c'est une ellipse de faible excentricité, 2%. Ce qui veut dire que sur les deux points remarquables, le périhélie et l'aphélie. Donc le périhélie, c'est le moment de l'année où la Terre est le plus proche du Soleil. La Terre est située à 147 10 puissance 6 km du Soleil. Alors que quand la Terre est à l'aphélie, elle est à 152 000 10 puissance 6 km. On a donc une différence de distance entre les deux points remarquables de l'orbite terrestre. Ça veut dire quoi? 2%. 2% de différence, ça veut dire qu'on a un écart de 5 40 000 km. C'est quand même énorme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'excentricité, elle varie entre 0, donc un orbite de Terre circulaire, et 0,053. L'écart est alors de 15 860 000 km entre les deux distances. Et ça se fait sur une période de 100 000 ans. Donc tous les 100 000 ans, l'orbite en fait se déplace et on a des variations d'excentricité. Donc pourquoi l'orbite modifie? Tout simplement parce qu'on a une énorme masse qui nous attire, c'est Jupiter.
Et Jupiter, il a sa propre force de gravité. Et donc, il va tirer le système Terre vers lui et modifier la distance Terre-Soleil et donc la quantité d'énergie solaire reçue. Donc ce cycle, il influe sur la disparité des saisons. Plus l'excentricité est grande, plus les saisons sont contrastées. Si la périhélie est très proche du Soleil par rapport à l'aphélie, la périhélie, quand vous serez à la périhélie, vous allez crever de chaud, puis quand vous serez à l'aphélie, vous allez crever de froid. Maintenant, si vous avez une orbite circulaire, vous êtes quasiment périhélie, aphélie, quasiment à la même distance du Soleil tout le temps, vous n'auriez pas de variation, de contraste important entre les saisons. Donc globalement, depuis 250 000 ans, on a une variation de l'orbite, une variation de son excentricité, donc de sa forme. Et il y a 200 000 ans, on avait une orbite elliptique, donc on avait des grandes différences entre l'hiver et l'été, alors qu'aujourd'hui, on a une orbite quasi circulaire, on n'a pas de grande différence. Vous allez me dire, madame, vous vous foutez de nous, en hiver il fait 0 degré, en été il fait 35. Ah ouais, mais c'est pas grand chose. Mettez-vous dans une orbite elliptique, en hiver c'est pas 0 degré que vous allez vous taper en France, c'est moins 30, moins 40. On continue. Donc Milankovitch soupçonnait aussi l'existence d'un cycle de 413 000 ans. Ce cycle a été confirmé dans les glaces de suffrage de Vostok. Donc on a une excentricité, je vais y arriver, de l'orbite terrestre tous les 100 000 ans, et en plus de ça, tous les 413 000 ans. Donc à retenir, variation de l'excentricité de l'orbite terrestre, périodicité de 100 000 et 413 000 kilo-années. Bon, ok, donc qu'est-ce que je raconte? 100 000 ans et 413 000 ans. Oh là là, faut que j'arrête de fumer moi, je fume pas, c'est bien. Maintenant, on va avoir la précession astronomique. C'est quoi encore ce mot-là? Alors, on va voir ça dans le détail calmement. L'axe de rotation de la Terre ne tourne pas sur lui-même. Comme vous prendriez un stylo, vous le mettez debout, vous le faites tourner dans vos doigts, d'accord? Mais il va décrire un cône, comme l'axe de rotation d'une toupie. Pourquoi? À cause des perturbations gravitationnelles de la Lune, du Soleil et des planètes. Donc en effet, la Terre, elle n'est pas parfaitement sphérique, d'accord? C'est un peu aplati au pôle. Ça veut dire qu'on a un petit bourrelet de graisse au niveau de l'équateur. Vous savez, la petite bouée de sauvetage, là. Eh ben non, l'équateur, c'est un bourrelet d'eau. Donc, comme c'est aplati au pôle nord, au pôle sud, c'est un petit peu élargi au niveau de l'équateur. Donc, on déplace la masse. Donc, on a une sorte de gravité qui va être différent. Et quand la Terre va vouloir tourner sur elle-même, ça va faire comme pour une toupie. Vous avez une énorme masse sur la partie équatoriale et quasiment rien au pôle. Donc, l'axe de rotation va être dévié par cette masse qui va entraîner la Terre. Cette masse, c'est l'équateur qui est plus chargé en matière. Et donc, notre axe de rotation va tourner selon un cône. Et cette rotation, elle a une périodicité de 26 000 ans. Donc, ce qui signifie que tout en restant incliné à peu près à 23,26 sur l'écliptique, l'axe va effectuer une rotation complète de 26 000 ans. D'accord? Donc en fait, autour de l'axe imaginaire, vous avez votre axe réel qui tourne. Donc ainsi, dans 13 000 ans, notre étoile polaire aura changé. Ce sera l'étoile Vega, vers laquelle pointera l'axe de rotation de la Terre. Et 13 000 ans plus tard, ce sera à nouveau dirigé vers notre étoile polaire. Donc actuellement, vu la position de notre axe de rotation sur le circuit de la précession, notre axe est dirigé vers l'étoile polaire. Mais notre axe n'a pas fini de tourner. Dans 13 000 ans, il aura avancé sur le petit cercle rouge et notre axe sera orienté vers Vega. Et 13 000 ans plus tard, on reviendra vers l'étoile polaire. Là, il y a mon mari qui est en train de se foutre de ma gueule parce que j'ai ma tête qui tourne dans le vide et qui suit mon doigt. Je suis en train de mimer le mouvement avec ma tronche. Vous allez voir, faites-le, c'est facile. Donc globalement, ce mouvement, il est continu sur un cône de révolution. C'est ce qu'on appelle la précession. Donc, à l'échelle géologique, le moment où le pôle Nord pointe vers le Soleil ne correspond pas toujours à la même position de la Terre sur son orbite, puisque je vous rappelle que la Terre circule sur son orbite. Et ça va forcément avoir des incidences sur le climat. Donc, au cours d'une année, on peut avoir une inversion des saisons. En effet, si l'axe orienté vers l'étoile polaire donne une saison d'hiver quand la Terre est au solstice, à cette même date dans 13 000 ans, l'axe sera orienté à l'opposé
vers Vega. Donc l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil induira une saison d'été. Vous suivez? Si on fait maintenant la combinaison de la précession et de la variation d'excentricité, on va avoir des changements climatiques importants. Voici un graphique qui vous indique la distance relative Terre-Soleil en juin en fonction du temps. Donc premier graphique, vous avez un axe de rotation dans une certaine position. Donc hiver froid au 21 décembre, vous voyez que l'axe ne pointe pas vers le Soleil. D'accord? Vous mettez la combinaison de la précession et la variation d'excentricité. Vous revenez dans 11 500 ans. Au 21 décembre, la Terre ne sera plus au même endroit sur l'orbite. Elle sera de l'autre côté. Mais en plus de ça, son axe de rotation aura changé d'inclinaison. Passer plutôt de l'autre côté. Et donc là, on aura le pôle Nord qui ne sera pas orienté vers le Soleil, comme dans le premier cas, mais la Terre est globalement plus proche du Soleil. Donc, on est toujours en hiver, puisque l'axe du pôle Nord n'est pas orienté vers le Soleil, mais cet hiver sera plus doux. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche du Soleil. Vous avez pigé? Donc ici, évolution des climats, des saisons, pardon, en fonction de la position de la Terre. Premier schéma, position des équinoxes et solstices d'aujourd'hui. Regardez la position de la Terre en hiver aujourd'hui. D'accord? Si on remonte 5500 ans en arrière, la Terre au même endroit, elle était au printemps. La Terre au même endroit il y a 11 000 ans, c'était l'été pour l'hémisphère nord. Et la Terre il y a 16 500 ans, c'était l'automne. Tout ça parce qu'on a la combinaison de la variation d'excentricité, puis de l'obliquité, etc., etc. Donc si on prend la variation de la précession P de la Terre depuis 800 000 ans, vous voyez que ça a vachement changé régulièrement. Prenons le graphique de droite, un peu plus étalé sur les 250 000 ans, on verra mieux. Aujourd'hui, position A, on a un orbite quasi circulaire, d'accord? Donc on a un été septentrional plus froid qu'il y a environ 100 000 ans en position B. On avait un été septentrional plus chaud. Pourquoi? Parce que l'axe du pôle Nord était orienté vers le Soleil. D'accord? Et il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Donc, l'axe terrestre décrit un cercle complet tous les 19 000, 23 000 ans. Il y en a qui disent 26 000 ans. Bref, globalement, dans la vingtaine de milliers d'années. Donc, à retenir, précession de l'axe de rotation et rotation de l'orbite terrestre associée provoque, sur une périodicité de 23 à 19 000 ans, des variations climatiques. Donc, si on résume, on a la précession tous les 20 000 ans, l'obliquité tous les 41 000 ans, l'excentricité tous les 100 000, 400 000 ans. Vous combinez tout ça, vous comprenez maintenant pourquoi la Terre a souvent changé de climat. Donc, petit schéma récapitulatif à droite des cycles de Milankovitch, la variation de l'excentricité, la variation de l'obliquité, la précession de l'axe de rotation de la Terre et des équinoxes. D'accord? La courbe violette vous montre le résultat des 3 cycles de Milankovitch qui induit un cycle climatique de 21 000 ans. Donc maintenant, l'activité solaire, elle est importante. La constante solaire dont vous avez parlé en seconde, elle a sûrement varié au cours des temps géologiques, mais nous n'avons pas de mesure. Depuis quelques années, elle est mesurée par satellite et on enregistre une variation de 0,02% par an. Mais les techniques sont trop récentes, les mesures trop rares pour généraliser. Donc, à savoir que l'énergie et la lumière que dégage le Soleil ne sont pas constantes et régulières et que notre astre a subi plusieurs cycles, des périodes durant lesquelles l'activité solaire a varié. Et cette activité solaire, elle est réglée par un cycle d'une durée moyenne de 11 ans. Ce cycle a été découvert par M. Schwab en 1843 et ensuite c'est M. Wolf qui a établi une méthode de calcul pour l'activité solaire basée sur le nombre de tâches. Et ensuite, il a appelé ça les cycles de Schwab, du nom du découvreur de l'activité solaire et de son cycle. Donc, vous avez ici la photographie d'une tache solaire comparée à la Terre. Et si on enregistre donc l'évolution de l'activité solaire, donc ces fameux cycles, on s'aperçoit qu'il y en a eu régulièrement et depuis 1755, il y en a eu 23. Nous sommes dans le 24e cycle.
Donc, plus visuellement, il est possible de tracer un graphique en indiquant pour un moment donné l'apparition d'une tache en fonction de sa latitude sur le Soleil. Voici la position des taches que l'on a photographiées par satellite et on a localisé ces taches sur le Soleil. Et donc en 1955, on voit l'apparition de premières taches dans les hautes latitudes, loin de l'équateur du Soleil, et progressivement dans le temps, ces taches se déplacent et se rapprochent de l'équateur pour finir par disparaître 11 ans plus tard. Donc comme on a l'impression de voir des ailes de papillon, les scientifiques ont appelé ce graphique le diagramme papillon. En abscisse, donc les dates, en ordonnée les latitudes de Soleil. Donc chaque point noir, c'est une tache. Et comme je vous le disais, on voit bien que les premières à gauche des ailes sont situées aux hautes latitudes et qu'à mesure, elles se forment de plus en plus bas. Donc on voit qu'un cycle se dessine, début 1955, puis 1966, puis 77, etc. Donc voici des photographies, on voit les taches apparaître et disparaître. Donc quand on superpose la courbe de température du globe depuis 1750 avec celle de l'activité solaire, la corrélation elle est frappante. Les deux courbes sont presque identiques. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une simple coïncidence. Il y a forcément un lien entre l'activité solaire et les fameuses taches du Soleil et la température de la Terre. Donc l'activité solaire au cours des 11 400 dernières années, elle a été reconstituée en analysant conjointement la concentration de carbone 14 dans les anneaux des arbres et l'abondance isotopique du beryllium 10 dans les carottes de glace. Vous allez me dire pourquoi ces deux isotopes? Parce qu'en fait, ces isotopes sont produits par les rayons cosmiques dans la haute atmosphère. Et donc forcément, ils reflètent l'activité solaire. Car en période de forte activité, les rayons cosmiques sont déviés du système solaire et produisent donc moins d'isotopes. Alors à ce moment-là, on va pouvoir faire une reconstitution de l'activité solaire. Et pourquoi? Parce qu'on a du carbone 14 dans les arbres, on a du beryllium 10 dans les bulles d'air, dans les carottes de glace. Donc on peut retrouver leur concentration de l'époque et tracer un graphique. Et donc dire quelle était l'activité solaire correspondante. Donc au cours du dernier millénaire, on a des catastrophes humanitaires qui sont engendrées, comme par hasard, pendant les périodes de faible activité. Et ça laisse à penser que la température de la planète avait donc baissé, comme ce fut le cas autour du petit âge glaciaire. Donc indéniablement, il y a un lien de cause à effet entre l'activité solaire et la température. Regardez bien le graphique, d'accord? À chaque fois qu'on a une baisse de l'activité solaire, on a des modifications de la population humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications de climat. Donc, cette étude, elle est intéressante dans le fait qu'il y a une corrélation quasi parfaite entre le nombre de taches solaires et l'irradiance reçue par la Terre, à savoir la quantité de chaleur reçue. Voici le graphique qui vous indique l'évolution de l'irradiance solaire et des taches solaires. Donc les taches en orange, l'irradiance en rouge. Bon, on ne peut pas faire mieux, hein. On a porté donc en ordonnée le nombre de Wolf, qui est en gros le nombre de taches solaires. L'année 1700, elle correspond à la fin du petit âge glaciaire, on le sait. Donc on a la réapparition des taches solaires à ce moment-là qui étaient absentes pendant environ 60 ans, pendant cette période qui a été froide. Notez aussi le minimum de Dalton en 1800-1820, on va bien rigoler. C'est la période de la retraite de Russie sous Napoléon, mais vraiment il avait mal choisi son moment pour envahir ce pays. Donc la prochaine fois que vous voulez faire une guerre, vous surveillez les taches du soleil. Comme ça, vous savez s'il va faire chaud ou froid et si vous envoyez votre troupe faire la guerre. Nouvelle tactique. Donc, à retenir que les minima d'activité solaire semblent correspondre au refroidissement et aux avancées glaciaires, tandis que les maxima correspondraient aux optima climatiques. Donc ces tâches, elles correspondent à quoi? À une augmentation du rayonnement dans les périodes d'activité intense. Lorsque le nombre de tâches solaires est important, le Soleil émet plus d'énergie, donc la Terre en reçoit plus, et donc on a un changement de température. Donc ce rayonnement, il influe de manière complexe sur la nébulosité, c'est-à-dire les nuages, et donc à la fois sur l'albédo planétaire. Le ralentissement de l'activité solaire s'accompagnerait d'une diminution de son champ électromagnétique, qui dévierait donc moins les rayons cosmiques. Ceci produirait dans l'atmosphère des traînées de condensation dans la vapeur d'eau et la formation des nuages, jouant le rôle de parasol, diminuant l'ensoleillement. Alors vous allez me dire, ouais, on n'a pas vu ça cette année et tout, elle nous fait flipper, on n'a pas appris ça. Oui, j'ai un petit peu poussé
Parce qu'il faut toujours en savoir plus que pas assez. Mais au moins, maintenant, c'est clair dans votre tête. Comment vous apprendre des choses si on ne vous explique pas les mécanismes fondamentaux? Bon, globalement, vous devez savoir que les minima d'activité solaire correspondent au refroidissement et aux avancées glaciaires. Voilà, c'est simple. Faisons maintenant une corrélation entre la température de la planète, l'irradiance solaire et la concentration en CO2 depuis 250 000 ans. Alors on observe deux phénomènes distincts. Petit a, dans les temps historiques, l'irradiance solaire a augmenté, donc plus de chaleur a donc atteint la Terre. La température de la planète a donc augmenté. En réponse, la planète et la biosphère ont dégagé et produit plus de CO2. Et le CO2 a contribué à augmenter l'effet de serre et a donc encore plus augmenté la température. Je vous rappelle que la dissolution du CO2 dans l'eau des océans dépend de la température. Plus il fait chaud, moins le CO2 est dissous. Donc forcément passe en phase gazeuse dans l'atmosphère et donc forcément augmente l'effet de serre. Donc ce phénomène dit de rétroaction s'est auto-entretenu, d'où la très forte hausse des températures observées. Maintenant, actuellement, le phénomène est différent. Regardez le graphique. L'irradiance solaire baisse, mais cette fois, on a la hausse du CO2 relâché par l'homme qui entraîne la hausse des températures par effet de serre accentué. Donc l'albédo maintenant, un facteur important du climat. L'albédo, c'est le rapport entre l'énergie que réfléchit une surface et l'énergie incidente qu'elle reçoit. Bref, le rayon de soleil qui repart sur le rayon de soleil qui arrive. Petit rappel, flux d'énergie solaire au sommet de l'atmosphère. Le sommet de l'atmosphère se comporte comme une surface réfléchissante. Une partie repart dans l'espace, l'autre traverse l'atmosphère. La partie qui traverse l'atmosphère, une partie est absorbée par le sol et l'autre partie est réfléchie par la Terre. Mais la partie qui est absorbée par le sol va ressortir flèche rouge. Donc globalement, l'albédo, what it is? Le flux solaire qui arrive sur l'atmosphère, une partie traverse l'atmosphère, une partie est absorbée, et donc, pour calculer l'albédo, on va prendre le flux réfléchi par l'atmosphère, le flux réfléchi par la surface terrestre, et bien sûr, il nous faut le flux d'incidence. Donc, globalement, l'albédo, c'est énergie solaire réfléchie divisée par énergie solaire incidente. Si vous avez 80% de l'énergie qui repart, vous avez un fort albédo. Si vous n'avez que 10% d'énergie qui repart, vous avez un faible albédo. Donc c'est l'un des facteurs qui contrôle la température de surface de la Terre. On est d'accord. Environ 30% de l'énergie solaire arrivant sur toute la surface de la Terre est réfléchie par l'espace. On a donc un albédo de 0,3. Donc plus une surface est réfléchissante, moins elle s'échauffe, puisqu'elle renvoie l'énergie. Donc des radiomètres permettent de mesurer l'albédo d'un objet donné. Ils sont embarqués à bord des satellites, et à ce moment-là, ceux-ci peuvent évaluer l'albédo des différentes régions du globe de façon très précise. C'est compliqué, Bah oui, mais enfin bon, ceux qui font les satellites et ça, ils ont des bacs plus 10, sont des grosses tronches. On ne vous demande pas de maîtriser tout le système, on vous demande de comprendre. Donc les bandes spectrales des capteurs embarqués sont judicieusement choisies en fonction des objectifs de la mission, mais aussi en fonction des caractéristiques spectrales des sources de rayonnement, le Soleil et la Terre et de l'atmosphère. Vous envoyez un satellite, vous avez pour mission de déterminer, la surface des forêts d'un pays. Donc vous allez caler les bandes spectrales sur les longueurs d'onde émises par les forêts. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien d'envoyer un satellite avec un radiomètre. Si vous ne mesurez pas les bonnes bandes spectrales, vous allez revenir avec des données qui sont inexploitables. Donc le schéma ci-contre présente les bandes spectrales du capteur HRV des satellites SPOT, du capteur HV-HRR des satellites NOAA et du capteur du satellite Météosat, ainsi que les domaines d'émission de réémission de l'énergie par la Terre à l'atmosphère. Bon, vous allez me dire, elle pousse encore un peu. Oui, mais parce que j'aime bien, je suis curieuse, et il y en a parmi vous qui sont curieux. Bref, en bleu, les bandes spectrales du capteur HV-HRR, ça veut dire que ce capteur-là, lui, il va capter que dans ces gammes-là. Le Météosat, il va capter que dans les gammes en vert, et puis HRV, il va capter que dans les gammes en rouge. On ne met pas n'importe quel capteur sur un satellite, tout dépend de ce qu'on veut mesurer. Donc au laboratoire, on peut utiliser des petits appareils, vous les avez peut-être certainement utilisés, pour mesurer l'intensité du rayonnement réfléchi ou émis par un objet. Ça ressemble à ça, vous avez un radiomètre, donc vous avez mis dessous des plantes, du sable, des cailloux et tout, puis vous avez mesuré
l'intensité du rayonnement qui est réfléchie entre l'objet et le radiomètre. Vous pouvez rajouter des filtres pour filtrer et ne mesurer qu'une seule longueur d'onde, par exemple. Donc à ce moment-là, on fait nos témoins en labo. La forêt, donc les feuilles, ça va être telle longueur d'onde, l'eau, ça va être ça, le sable, ça va être ça. Maintenant que vous avez vos gammes d'intensité de rayonnement, et ben vous envoyez votre satellite, il prend des super photos, vous avez des super photos en couleur, et vous n'avez plus qu'à interpréter. Bon, ben en labo, j'ai vu que telle couleur, ça correspond à tel matériau, telle couleur, tel matériau, et ben vous pouvez interpréter l'image. Ça marche pour tout le monde? C'est pas compliqué. Il faut juste avoir bac plus 10 pour bosser là-dedans. Donc l'albédo de la Terre, il varie principalement en fonction de la nébulosité, c'est-à-dire les nuages, de l'enneigement, de l'englacement et du couvert végétal. Bref, tout ce qui peut renvoyer la lumière. Donc en moyenne, il est de 30%. On fait bien une moyenne, hein, parce que regardez, la neige fraîche, c'est 80 à 95% de renvoi. C'est pour ça que quand vous allez à la neige, vous prenez des super coups de soleil, il faut mettre de la crème. Alors, les meilleures zones réfléchissantes du globe, elles correspondent à des surfaces blanches ou claires. Logique. Hein. Donc la neige fraîche, albédo 0,8-0,9, il y a quasiment tout qui repart. Le sable 0,3. La végétation 0,2-0,25. La végétation de forêt 0,05-0,15. L'océan 0,07. Donc vous voyez, on vous fait mettre de la crème solaire quand vous montez à la neige ou quand vous allez à la plage. Pourquoi? Parce que vous avez ce que vous appelez la réverbération en fait. La réverbération, c'est le rayon de soleil qui rebondit et qui repart. C'est la réflexion. Donc ces valeurs, elles sont à prendre avec précaution, étant donné que l'albédo d'un même type de surface peut varier considérablement. Par exemple pour la glace et l'eau. Au niveau des pôles et des glaciers, on a des valeurs différentes. Prenez de la neige sèche et de la neige humide. Dry snow. Dry, sec, snow, neige. Wet snow. Il y en a qui vont me dire, non, pas Jon Snow dans Game of Thrones. Hein. Snow, neige. Ok. Donc neige sèche, neige mouillée. Vous voyez que ça n'a pas du tout le même albédo. Donc, faut pas dire la neige, elle réfléchit de la même façon. Non. On va avoir des conditions différentes, tout ça, qui font qu'on a une moyenne de 30% sur la planète. Donc, la modification des surfaces réfléchissantes de la Terre, elle aura un impact sur l'albédo. Et par conséquent, sur la quantité de chaleur absorbée ou réémise au niveau de ces surfaces réfléchissantes. Je m'explique.